Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, Women's Declaration, droits des femmes fondés sur le sexe. Le WDI, c'est l'organisation féministe radicale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Vous pouvez lire la déclaration sur notre site qui sera indiqué dans le chat. Et nous vous invitons à la signer. Cette déclaration, elle a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, que ce soit dans la loi, dans les politiques et dans la pratique sociale. Ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Notre organisation, WDI, est mondiale. Jusqu'à maintenant, nous sommes représentés dans 33 pays du monde, ce qui montre que le remplacement du sexe par l'identité de genre est répandu, mais ça montre aussi que les femmes sont concernées et motivées à la combattre. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU et qui est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. À ce jour, la CEDEF a été ratifiée par 189 États sur les 195 du monde. Notre Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe est composée de 9 articles, parmi lesquels l'article 3 réaffirme les droits des femmes et des filles à l'intégrité physique et procréative. Ce que dit l'article 3, c'est que les États devraient reconnaître que les pratiques préjudiciables telles que les grossesses forcées et l'exploitation commerciale ou altruiste des capacités procréatives des femmes mobilisées dans la GPA sont des violations de l'intégrité procréative et physique des femmes et des filles et doivent être éliminées en tant que forme de discrimination sexuelle. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la GPA, qui est une violence à la fois contre les femmes et contre les enfants. Et je remercie nos invités Nicole Athéa et Clémence Trilling de venir nous parler de ces sujets. Vous pouvez écrire vos questions dans l'application questions-réponses de l'application Zoom. Maintenant, je vais donner la parole à Nicole Athéa, qui est gynécologue et endocrinologue et responsable du CORP, le collectif pour le respect de la personne. C'est un collectif pour l'abolition de la maternité de substitution, autrement appelée GPA. Le CORP est associé à la CIAMS, Coalition internationale pour l'abolition de la GPA. Le CORP a sorti en novembre dernier un livre qui s'appelle « Les marchés de la maternité ». C'est un ouvrage collectif qui aborde tous les aspects de la maternité-substitution, que ce soit au niveau médical, juridique, éthique, sociologique. Du coup, je passe la parole à Nicole Athéa. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Donc, j'interviens ici avec tous les qualificatifs de la présentation de Marie. Et je peux ajouter aussi que par rapport à la GPA, je suis aussi mobilisée comme femme, comme mère, comme gynécologue, mais aussi comme féministe, humaniste et sociale. Et je pense que ce combat contre la GPA est extrêmement important parce que c'est une exploitation et une violence faite aux femmes nouvelles qui ne doit pas se perpétuer. La GPA, elle s'est développée en France dans les années 80 en profitant du début des PMA, bien qu'elle ne soit pas une PMA, mais une pratique sociale qui met en jeu la vie des femmes pendant plus d'1 an. Diapositive première. Donc, je vous disais, la GPA, ça n'est pas une PMA. Voilà. Alors que tout le monde nous la présente comme une PMA, et c'est une représentation erronée, mais qui a bien un but, c'est de la banaliser et de la légitimer. Et en fait, vous verrez que dans la problématique de la GPA, la rhétorique, c'est-à-dire la façon dont on nomme les choses, est extrêmement importante. Par exemple, les dénominations successives qu'on a fait de cette pratique, elles ont également un but parce qu'elles veulent effacer et oublier la mère. Au départ, donc, elles étaient mères porteuses, mais le cycle a changé pour gestation pour autrui. Qu'est-ce qu'on voit dans gestation pour autrui? Il n'y a plus de mère, il n'y a plus de femme. Il y a une gestation, c'est-à-dire une grossesse dont on se demande où elle se passe. Et pour autrui, c'est très important, c'est comme s'il y avait un caractère altruiste, comme si déjà on évoquait un don.
Donc, voyez comment on fait des glissements avec la rhétorique. Ensuite, elle est devenue la surrogate. Alors, dans la surrogate, il n'y a même plus de gestation, il n'y a même plus de femmes, il n'y a même plus de mères, il y a une substitution de ces termes par rapport à quelqu'un qui s'appelle une substitut, hein, puisque c'est une grossesse de substitution. Mais c'est la femme qui est substituée là. Ensuite, aujourd'hui, on parle de carrier. Alors là, c'est une autre chose encore, c'est que au fond, on met le carrier, c'est porteur. Porteur, ça veut dire, on peut être. Il y avait des porteurs d'eau avant, des porteurs de pain, et des porteurs, ce sont des ouvriers qui effectuent un travail. Donc, on voit bien qu'on est en train de glisser avec les nominations successives dans des représentations de la GPA qui sont véritablement très problématiques. Parce que, bien entendu, que la grossesse n'est pas un travail. Diapositive suivante, merci. Voilà. Que devient une femme, qui devient mère porteuse et pour quelles raisons? Les femmes qui deviennent mères porteuses ont déjà eu au moins un enfant, elles sont de préférence jeunes, bien que certains contrats font état de femmes plus âgées, au-delà de 40 ans, on en a même vu jusqu'à 46 ans. Quand elles sont mariées, leur époux doit donner leur accord. Alors ça, je trouve que c'est véritablement intéressant parce que l'époux, il profite aussi de l'argent ramené par la mère porteuse et on peut se demander s'il n'y a pas des époux qui poussent leur épouse à faire mère de substitution de façon un peu proxénète. La situation est très différente pour ces femmes en fonction du pays dans lequel elles vivent et vous savez que le tourisme procréatif est particulièrement à l'œuvre dans cette pratique du fait que d'une part il y a des pays qui interdisent la pratique mais d'autre part du fait que les coûts de cette pratique varient beaucoup en fonction des pays dans lesquels on va la pratiquer. Les femmes des pays pauvres s'engagent comme mères porteuses pour l'argent et elles le disent tout à fait clairement. Leur altruisme ne consiste pas à donner un enfant à des commanditaires occidentaux et elles ne sont pas fières de ça. Elles peuvent même être stigmatisées socialement à cause de ça. Mais elles doivent gagner de l'argent pour la survie de leur propre famille, donc elles sont prêtes à faire le sacrifice de leur corps et de leur vie pendant plus de 9 mois pour cela. Et en Inde, je ne vous raconte pas les conditions dans lesquelles elles ont été parquées, mais ce qui est et en fait, l'Inde a dû arrêter le tourisme procréatif parce qu'il y a eu des scandales nombreux et des drames engendrés par la GPA. Mais ce qui est absolument scandaleux, c'est que les commanditaires qui sont venus demander en Inde une GPA étaient tout à fait informés des connaissances dans lesquelles ces femmes vivaient et étaient exploitées, mais ils venaient là pour leur faible coût. Et ils l'ont fait pendant des années. C'est-à-dire que véritablement, je trouve qu'il y a là des dérives commerciales, de choix commerciaux des commanditaires qui sont absolument scandaleuses et qui ne font pas du tout et qui ne prennent pas en compte les conditions dans lesquelles les mères porteuses peuvent vivre une grossesse. Dans les pays occidentaux, ce n'est pas du tout la même chose. La grossesse est aujourd'hui un état tout à fait idéalisé, bien que la réalité ne soit pas en adéquation avec cette représentation, elle semble être devenue le bonheur suprême pour une femme. Et la valorisation de la maternité s'inscrit aussi dans l'hypervalorisation de l'enfant qui est lui aussi idéalisé. Alors comment comprendre que la GPA, qui constitue, on peut dire, une grossesse mercenaire à but lucratif, devienne une demande dans une société qui valorise autant la maternité, les liens mère-enfant, etc. Ces deux représentations semblent aux antipodes l'une de l'autre. Et ce paradoxe sociétal a été résolu par l'altruisme, qui est une sacrée trouvaille. Parce que ces femmes trouveraient là leur vocation, seraient capables de ce don unique d'un enfant à un couple qui ne peut pas en avoir. Et donc, à ce moment-là, l'hypervalorisation de la grossesse et de l'enfant reste sauve dans une société et la mère porteuse peut être aussi un peu valorisée alors qu'elle ne le serait pas autrement. Et donc, on a une motivation positive qui respecte les représentations, j'allais dire,
idéaliste de la grossesse et de la maternité dans notre société, peu importe l'hypocrisie sur laquelle elle repose. D'abord, la grossesse n'est pas un moment aussi merveilleux que le disent les médias. C'est pas par hasard si certaines actrices, pour se dégager des désagréments que ça comporte, font appel à des femmes qui vont porter un enfant pour elles. Ni la grossesse qui dure 9 mois, et une GPA dure encore plus longtemps parce qu'il y a les traitements de PMA qui la précèdent, ni l'accouchement, ni l'abandon d'un enfant ne sont des parties de plaisir. Donc, il faut des bonnes raisons personnelles pour vivre une telle épreuve. Et si certaines mères porteuses américaines évoquent l'altruisme, ces femmes perçoivent quand même entre 25 et 35 000 $. Alors, 25 et 35 000 $, ce n'est pas une grosse somme, mais c'est une somme très importante pour elles qui appartiennent au mieux à la petite classe moyenne, classe dans laquelle la précarité et les difficultés économiques deviennent de plus en plus grandes. Et ces sommes-là, elles sont importantes pour, par exemple, payer une année scolaire pour un enfant, pour payer le traitement d'un membre de la famille malade, etc. Toutes les GPA, celles dites éthiques comme celles dites commerciales, sont fondées sur la rémunération de la mère porteuse et les sommes reçues ne sont pas toujours très différentes, d'autant que les dessous de table ne sont pas rares. Et une étude a été faite entre mères porteuses ukrainiennes et mères porteuses américaines qui montre que toutes les femmes interrogées ont affirmé qu'elles n'auraient jamais accepté d'être mère porteuse si elles n'avaient pas été rémunérées. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors, l'altruisme, on vient de le voir, est en Occident la fiction nécessaire à laquelle les mères porteuses ont besoin de croire et nous font croire pour pouvoir préserver une estime d'elles-mêmes quand il faut abandonner un enfant qu'on a porté. C'est aussi ce qui leur permet d'une valorisation sociale. Et si l'altruisme n'était pas la motivation alléguée, ces femmes se retrouveraient dans une situation moralement et socialement insoutenable de devoir vendre une grossesse et un enfant. Et elles seraient alors stigmatisées, bien sûr, socialement. Donc, de façon dialectique, cette sacralisation de la grossesse et de l'enfant va de pair avec l'exploitation et l'aliénation des femmes, de même que le renversement dialectique de l'idéalisation de l'enfant conduit à sa marchandisation et à l'accroissement des maltraitances dont il est l'objet. Donc on voit bien que l'hypocrisie sociale, elle s'accompagne de choses qui sont assez moches de l'autre côté. L'hypocrisie sociale hyper valorisante et où tout est lisse s'accompagne de choses assez crades de l'autre côté. Du côté des agences et des avocats, des médecins qui pratiquent la GPA, la somme de 30 000 $, c'est pas grand-chose, alors que les commanditaires payent entre 100 et 150 000 $ aux USA pour une mère porteuse. Ça veut dire qu'une mère porteuse, qui est celle qui fait tout le boulot de la GPA, pendant 1 an, eh bien, elle va recevoir simplement le 5e de la somme que les commanditaires vont verser aux agences qui s'en occupent. Ce qui est véritablement une façon de surexploiter les mères porteuses. L'altruisme, c'est non seulement pour les agents et pour les commanditaires, l'hypocrisie qu'ils demandent par contrat et qui permettent de légitimer les pratiques, mais l'altruisme, ça sert aussi à sous-payer les mères porteuses parce que certaines disent qu'elles aiment tellement rendre service qu'elles le font par vocation. Est-ce que c'est nécessaire de payer ces femmes alors que leur bonheur de porter un enfant devrait se suffire à lui-même? Alors l'argent viendrait comme simple dédommagement du temps investi. Telle est la rhétorique pour légitimer la GPA. En adhérant à cette rhétorique, ces femmes se soumettent aux demandes des organisateurs en rentrant dans la fiction, c'est-à-dire en croyant elles-mêmes, ou dans l'hypocrisie de l'altruisme, et en acceptant d'être peu payées, elles démontrent aussi qu'elles ne le font pas pour de l'argent. Pourtant, si elles n'avaient pas eu besoin d'argent, elles n'auraient jamais été mères porteuses.
il n'est pas sans intérêt de constater que, par exemple, l'altruisme, on ne le demande pas aux filles qui vont vendre leurs ovocytes, qui sont souvent de jeunes étudiantes qui ont besoin d'argent, qui ne sont pas d'origine populaire comme des mères porteuses et qui se font bien mieux payer 10 à 15 000 euros, dollars aux USA pour un ovocyte, soit 1 à 2 cycles de traitement. C'est certes pas agréable, mais le temps investi est bien réduit par rapport à celui d'une mère porteuse. Donc, les organisateurs de la GPA ont bien compris comment ils pouvaient exploiter l'altruisme, mais l'argent reste bien le moteur de la GPA. Et il faut rappeler que ces femmes ne se vendent pas, elles sont vendues. Ça veut dire qu'il y a des proxénètes de la reproduction, comme il y a des proxénètes de la prostitution. Les proxénètes de la prostitution sont des délinquants. Les proxénètes qui utilisent le corps reproducteur de la femme pour l'exploiter et en tirer des bénéfices importants sont des gens valorisés socialement. Il faudra m'expliquer pourquoi. Certaines femmes multiplient les grossesses rémunérées, elles utilisent leur corps et leurs fonctions reproductives dans un but exclusivement lucratif. Alors, est-ce qu'on va encenser ces femmes pour ce super altruisme? Et j'allais dire, les femmes, elles peuvent avoir des responsabilités, mais que penser des médecins qui les recrutent et qui participent quand elles multiplient comme ça ces grossesses, à ce qui peut s'apparenter pour moi, comme gynécologue, à un processus pratiquement d'autodestruction du corps féminin quand des grossesses s'enchaînent et elles peuvent en faire 5 et parfois plus. Alors, dans les médias, certaines mères porteuses affichent la satisfaction que semble leur procurer le statut de mère porteuse. Alors, ça va avec l'altruisme. Est-ce que nous, on peut les croire? Il y a des mouvements psychiques qui sont inconscients pour vivre une GPA. Ils nécessitent le déni des liens tissés avec l'enfant et le clivage du corps et de la personne. Tout se passe comme si la personne était tout à fait indifférente à ce qui se passait dans son corps et à cet enfant qui va grossir dans son corps. Ces mouvements appartiennent au champ de la psychopathologie. Ils sont de plus en plus souvent nécessaires pour vivre dans notre société. Ils permettent une pseudo-indifférence à ce que l'on subit. Et ils sont notamment à l'œuvre chez les femmes qui vivent une sexualité prostitutionnelle. Les psychiatres qui ont eu à les prendre en charge ont observé des psychopathologies sérieuses associées à de tels mouvements psychiques. Et l'on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de mères porteuses qui ont été porteuses ont fait des dépressions extrêmement graves après l'accouchement. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas impunément n'importe quoi de son corps et les retours de refoulés risquent d'être douloureux et imprévisibles car cette expérience, cette femme, son corps ne vont pas l'oublier. Et ce qui vient d'être dit ne constitue absolument pas une critique contre les mères porteuses, bien sûr, mais une mise en cause des promoteurs de la GPA, de l'hypocrisie des médecins, des juristes, des commanditaires, qui, eux, mettent en place des dispositifs d'aliénation majeure des femmes et de violence symbolique entendue selon la signification de Bourdieu, c'est-à-dire qu'on les contraint à soutenir les légitimations de la GPA qui permettent à leurs exploiteurs des gains très importants. Diapositive suivante. Merci. Alors, qui demande une GPA? Dans les études de Landel, pays où la GPA éthique est pratiquée, ce sont souvent des femmes stériles qui ont vécu un ou plusieurs échecs de PMA ou qui présentent une stérilité utérine. Dans ces publications, les bilans de la PMA et ceux de la GPA sont présentés exactement de la même façon, laissant penser que ce sont des pratiques tout à fait comparables. C'est-à-dire que l'expression quantitative des résultats opère un effacement de l'aspect qualitatif des techniques qu'elle va de surcroît justifier. Et de plus, la GPA dans ces pays devenus pratique courante, eh bien, il n'y aurait plus de questions à se poser quant à sa légitimité. Laissons à croire que si on en fait beaucoup, c'est que c'est bien. Le nombre ne saurait être un légitimateur de pratique.
Souvenez-vous que dans l'Allemagne nazie ou dans les États-Unis d'avant-guerre, d'avant la Seconde Guerre, il y a eu une nombre de stérilisations obligatoires, forcées de femmes, et que ces stérilisations, plus il y en a eu, plus au contraire, elles ont été un scandale, un critère de scandale et de honte. Donc, le nombre ne peut pas être une légitimation. Alors, autre légitimation, la détresse de ces femmes stériles qui demandent une GPA éthique dans ces pays-là. Elle est exploitée pour en faire une indication non contestable de la GPA. Mais cette pratique n'est pas une thérapeutique de la stérilité. Ces femmes, elles vont rester aussi stériles qu'avant la GPA. Elles n'auront porté ni un enfant, ni ne l'auront nuit au monde, et le plus souvent ne sont pas la mère génétique. Ce qui veut dire que ces femmes qui reçoivent un enfant après une GPA, elles sont exactement dans la même situation que n'importe quel parent, femme, qui reçoit un enfant en adoption. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire une GPA dans ces situations-là. Autre situation motivant une demande de GPA, des femmes très narcissiques, refusant les transformations de leur corps. Alors, est-ce que ça peut être une indication, enfin, je veux dire, est-ce qu'une femme a le droit d'exploiter une autre femme? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Je veux dire, c'est en quoi une femme pourrait-elle être une sous-femme qui porte une grossesse alors que l'autre va conserver son corps et tous ses attributs sexuels de séduction intacts? Est-ce que véritablement c'est quelque chose, c'est une motivation qui peut être entendue sur le plan médical? La demande de plus en plus fréquente émane de couples gays qui la revendiquent au nom d'une stérilité sexuelle et sociale. Et ce n'est pas pour rien que la GPA, qui était tout à fait interdite et qui avait été interdite après le début des PMA où elle avait commencé, était restée bloquée complètement, et elle est réapparue à partir des années 2000, au moment où l'homoparentalité est arrivée sur le marché. Or, ces hommes ne sont pas stériles. De nombreux homosexuels ont eu et ont encore des enfants comme tout le monde. La GPA est une pratique qui n'est pas tant le fait de pouvoir avoir un enfant, mais surtout, j'allais dire, de laisser accroire à la procréation de deux hommes, alors que la procréation impose toujours une femme et un homme dont la participation conjointe est nécessaire. Il est clair, et il faut l'assumer et il faut l'imposer, il n'y a pas d'égalité procréative quand la participation d'un homme à une conception se réduit à la production de sperme, alors qu'une femme doit vivre une grossesse de 9 mois et accoucher. Je soutiens parfaitement l'homoparentalité, mais je soutiens aussi que les homosexuels qui sont en manque d'enfants peuvent aujourd'hui bénéficier à égalité avec les hétérosexuels des solutions sociales existantes. Pour ces demandes, des réponses sociales sont possibles. La coparentalité, l'adoption, le tutorat, le parrainage qui pourrait s'étendre. L'absence d'enfants n'est pas une pathologie, c'est une demande sociale à laquelle on doit répondre socialement. Diapositive suivante. La pratique de la GPA, alors elle s'est beaucoup complexifiée, quels que soient les risques pour la mère et l'enfant. Je vous l'ai dit, dans les années 80, quand on faisait une GPA, c'était simplement une insémination d'une mère porteuse avec le sperme du commanditaire, de l'homme du couple demandeur. Bon. C'était extrêmement simple, ça ne présentait aucun risque au niveau de la grossesse et de l'enfant, mais devenir enceinte pour une grossesse destinée à autrui n'est devenu ni une chose simple, ni une démarche dénuée de risque. Alors que dans les représentations qu'en donnent souvent les médias, tout se passe comme si ces grossesses survenaient spontanément et se déroulaient sans problème, ce qui n'est en rien le cas. Maintenant, elles nécessitent l'utilisation de techniques de PMA qui compliquent et alourdissent le vécu déjà difficile d'une GPA, et les techniques qu'on utilise pour qu'une femme soit enceinte pour une GPA sont quasiment limitées aujourd'hui à la FIVIXI avec
ovocytes externes au couple. Alors, cette pratique pose de nombreuses questions. D'une part, ce qu'on appelle don d'ovocytes, qui n'est pas un don d'ovocytes, mais j'insiste, une vente d'ovocytes. Ce don d'ovocytes provient de filles jeunes qui ont besoin d'argent et qui vont être stimulées avec des doses extrêmement importantes d'hormones. Comme elles sont jeunes, elles répondent très fort. On peut avoir dans une hyperstimulation jusqu'à 45 ovocytes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de ce que ça représente. Et dans ces situations-là, on crée des pathologies d'hyperstimulation qui peut mettre la vie de ces filles en danger, et en tout cas qui peut les mettre gravement malades. Donc, il y a là un problème. Alors, les ovocytes donnés, ce qui m'agace toujours de le dire comme ça, ils peuvent effectivement être utiles et utilisables chez des femmes qui n'ont pas d'ovaires ou ont des ovaires qui sont en situation de ménopause alors qu'elles sont très jeunes. Ça s'appelle un don d'ovocytes. Donc, chez une femme ménopausée, c'est une technique de PMA qui peut être utilisée. Je tiens à souligner que dans cette technique, la façon dont les médecins de PMA l'utilisent et la façon dont les psychologues voient ces mères, il est dit que le fait de ne pas avoir la même origine génétique que son enfant, mais de le porter et de le mettre au monde, ça maternalise complètement ces femmes qui deviennent mères comme tout le monde. Or, dans la GPA, le don d'ovocytes a été vu comme une façon de séparer la mère porteuse de l'enfant à l'accouchement. Vous voyez que là encore, c'est une falsification. C'est une fausse utilisation, c'est une fausse représentation et c'est une vraie falsification. Ce n'est pas parce que ces mères ne sont pas génétiques qu'elles ne peuvent pas nouer de lien avec un enfant. Et dans un certain nombre de grossesses de GPA, un certain nombre de femmes n'ont pas pu se séparer de l'enfant. Ce n'est pas la génétique qui fait le lien, c'est la grossesse et l'accouchement. Par ailleurs, ces hommes commanditaires qui viennent demander un don d'ovocytes, ils utilisent une fille qui a tous les critères de ce qu'ils souhaitent de bien pour leur enfant, etc. C'est exactement comme si, il y a quelques années, on faisait appel à une banque de Nobel pour avoir le spermatozoïde le plus intelligent. Tout le monde sait que ça a échoué, et bien entendu, penser que les caractères acquis d'une femme qui donne un ovocyte vont être transmis à l'ovocyte est une stupidité. Ça a été montré comme étant absolument faux, mais tout se passe comme si ça continuait. Et ce qui est bien pire, c'est que des médecins qui savent bien que les caractères acquis ne sont pas transmis, qui savent bien que le lien entre la mère et l'enfant n'est pas génétique, ils acceptent le don d'ovocytes qui va alourdir les risques de grossesse et les risques pour l'enfant sans problème, alors que c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Donc on voit bien que les médecins sont prêts à faire n'importe quoi aux demandes des commanditaires dans la mesure où ça leur rapporte de l'argent, même des escroqueries scientifiques. Quant au spermatozoïde, qui provient donc des commanditaires, là encore, ce qu'on a vu faire dans les couples homosexuels, c'est qu'il y en a des qui demandent que leur sperme soit mélangé, comme si, en mélangeant les spermes, on allait faire un ovocyte, créer un ovocyte et un sperme, et comme si le couple allait devenir parent à part entière.
comme si on pouvait effacer l'ovocyte avec les 2 spermatozoïdes. D'autres demandent d'injecter un ovocyte d'un côté et l'autre membre du couple un ovocyte de l'autre, et vont avoir donc des jumeaux qui ne sont pas des vrais jumeaux, mais là encore, ils auront fait des enfants ensemble. Ce qui veut dire que, et ça me semble la chose importante, c'est que la GPA, c'est pas tant le fait d'avoir un enfant pour soi, parce qu'il y a plein de façons d'avoir un enfant, mais que c'est bien aujourd'hui l'idée que des hommes puissent faire un enfant ensemble dans le but d'effacer les femmes de la maternité et donc de retourner à des représentations archaïques de l'enfantement qui faisaient des hommes les acteurs principaux. C'était autour de spermatozoïdes que le fœtus se gonflait, alors que les femmes n'avaient qu'un rôle subalterne de four à pain. Eh bien, dans les représentations médiatiques aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vouloir nous faire croire. Et ça marche. Les embryons formés font l'objet d'un contrôle génétique par diagnostic pré-implantatoire dans nombre de GPA. Alors, vous avez vu qu'ils voulaient le meilleur ovocyte, mais en même temps, ils vont encore faire un contrôle pré-implantatoire et demander des caractères spécifiques qu'on peut faire et qu'on peut trier en contrôle préimplantatoire avec la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. De plus en plus de caractères peuvent être le sexe de l'enfant, etc. Donc, nous sommes très clairement, avec la GPA, dans un souci et une pratique eugéniste, et il faut véritablement prendre conscience de cette dimension eugéniste qui est un vrai problème social de notre société, de notre devenir en tant qu'humain. Je vous renvoie aux travaux de Jacques Testard là-dessus. Alors, la pauvre mère porteuse, les embryons formés vont être replacés dans l'utérus alors qu'elle aura été traitée sur le plan hormonal et elle va être traitée pendant 3 mois. Le replacement de plusieurs embryons est responsable d'un très fort taux de grossesse multiple, le plus souvent gémellaire, dont les risques pour la mère et pour l'enfant sont beaucoup plus élevés que ceux d'une grossesse unique. Et ce choix repose sur la volonté de réussir plus rapidement une grossesse, voire d'amortir la rentabilité d'une GPA en faisant 2 enfants d'un coup. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire, alors que dans toutes les PMA aujourd'hui, on fait de plus en plus le replacement d'un enfant unique pour éviter les risques de prématurité liés au replacement, aux grossesses multiples. Alors, vous avez vu que toutes ces demandes, les demandes du don d'ovocytes, les demandes de multiplier les spermes, toutes ces demandes sont acceptées par les médecins qui organisent la GPA, quelle que soit leur stupidité ou les risques supplémentaires vécus par les femmes et les enfants dans les grossesses multiples. Mais ce qui importe, c'est quand même très clair que ce qui importe, c'est essentiellement le rôle rémunérateur de cette pratique, pour les médecins y compris. Les embryons non replacés, s'il en existe, vont être congelés et pourront être utilisés secondairement s'il y a un échec de la tentative. Après de telles techniques, les chances sont de 20 à 35% d'être enceinte. Vous voyez que c'est loin d'être immédiat. Ça veut dire qu'il faut plusieurs mois pour être enceinte en GPA par PMA. Alors que si on était en insémination de la mère porteuse, je pense que ce serait plus rapide. Les débuts de grossesse peuvent aboutir à une fausse couche spontanée, qui est un événement fréquent de la vie reproductive, donc alors tout est à recommencer, et une femme qui souhaite effectuer une IVG, parce qu'elle se trouve mal quand elle est enceinte, elle se rend compte que vivre une grossesse GPA, elle ne va pas pouvoir le faire. Ou une femme qui aurait des contraintes familiales qui peuvent rendre compliqué l'état de sa grossesse. Eh bien, cette femme-là, elle va subir les pressions de la part des commanditaires et de la part des médecins qui s'occupent d'elle, et elle va avoir à rembourser toutes les sommes qu'elle a déjà perçues avec des pénalités, ce qui, compte tenu d'une situation économique précaire, sera impossible pour elle. Ce
qui veut dire que ce qui est un droit pour toutes les autres femmes aujourd'hui devient impossible pour les mères porteuses. Il faut bien se rendre compte que dans la GPA, les médecins se préoccupent d'abord de l'enfant, qui est la finalité de la pratique. La femme n'en est que le moyen, et ses besoins à elle ne seront jamais la priorité s'ils ne répondent pas au bien de l'enfant. Et les besoins de l'enfant amplifiés pour prendre le moins de risques vont aggraver tous les interdits qui pèsent sur les femmes pendant les grossesses. Donc déjà, devenir enceinte pour porter une grossesse, c'est en soi une épreuve. Vivre une grossesse pour autrui en sera une autre, nous allons le voir. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Pardon, ok. Le vécu de la grossesse pour la mère et pour le bébé. Alors, il faut comprendre une chose très importante que dit Sylvain Bissonnier, qui est un pédopsychiatre qui s'occupe de périnatalité, c'est que le fœtus ne naît pas humain, il le devient durant la grossesse, et qu'on ne devient pas parent à la naissance, on le devient durant la grossesse. Et pourquoi c'est comme ça? La grossesse est une expérience intime, à chaque fois singulière, qui va affecter profondément une vie de femme. Une mère qui a déjà eu des enfants, elle a une certaine connaissance de ce vécu, mais chaque grossesse va réaliser un nouvel apprentissage avec son lot d'événements inattendus. Pour ces femmes qui sont mères porteuses, c'est extrêmement important ça, parce que c'est des femmes qui sont jeunes, qui ont vécu des grossesses très simples et qui s'attendent à vivre la même chose, qui ne s'attendent pas à vivre des choses plus compliquées. Et elles vont être complètement dans le désarroi quand elles vont être amenées à vivre des complications obstétricales ou des difficultés psychologiques qui seront non négligeables. Parce que la gestation, ça se caractérise par un vécu total où le corps et la tête ne peuvent être dissociés et le bébé joue un rôle essentiel. Les interactions entre la mère et le fœtus sont de mieux en mieux connues scientifiquement, très généralement socialement aujourd'hui. Dans ce corps qui est partagé pendant 9 mois, il y a un étroit tissage de liens qui préparent à la parentalisation d'une femme, conjointement au processus d'humanisation du fœtus. Les relations entre la mère et l'embryon se constituent à partir de facteurs psychiques, sensoriels et biologiques. C'est-à-dire que le fœtus, on peut penser qu'il se nourrit seulement de nutriments placentaires. Eh bien, ce n'est pas du tout vrai. Il y a ces nutriments qui lui permettent de grandir, mais dans la circulation placentaire, il y a de nombreux autres éléments, dont les hormones produites par le stress, l'anxiété ou le plaisir de la mère qui vont marquer l'enfant. Et par ailleurs, de nombreux travaux démontrent l'existence d'une sensorialité fœtale et les capacités de perception et les capacités de perception de l'enfant sont extrêmement importantes. Quant aux liens psychiques, ils dépendent étroitement du vécu de la femme pendant la grossesse, de son histoire, des transformations induites par ce nouvel état, les femmes enceintes présentant une transparence psychique particulière. Alors, j'ai déjà dépassé mon temps, non? J'ai déjà dépassé mon temps? Non, non, tu peux continuer, on est encore dans le temps. Bon. Jusqu'à récemment encore, on ne pensait pas qu'un lien génétique existât entre une mère porteuse et un enfant. Aujourd'hui, on a la connaissance de ces facteurs épigénétiques qui jouent un rôle absolument majeur dans la fonction des gènes du fœtus. Donc, vous voyez, on a amplifié tout à fait le patrimoine génétique de l'enfant, alors que c'est extrêmement compliqué la construction d'un patrimoine génétique, et ça met, il y a des milliards de combinaisons possibles des gamètes pour former un embryon, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais de patrimoine génétique qui soit pareil d'un individu à l'autre, sauf chez les jumeaux homozygotes. Donc, vous voyez que cette représentation qu'on a, qui est de dire mon enfant, c'est votre enfant, c'est un enfant humain, avec une participation de votre génome, mais une combinaison tout à fait spécifique qui sera la sienne et qui sera ni la vôtre, ni celle du partenaire qui est le vôtre. Et donc, ces facteurs épigénétiques qu'on a découverts maintenant, qui sont liés
qui sont produits par les mères porteuses et par l'environnement maternel, ils vont jouer un rôle absolument fondamental sur la fonction des gènes du fœtus et donc dans le devenir de l'enfant. Il y a une modification très importante de l'expression des gènes sous ces facteurs. Et donc, ces facteurs épigénétiques, ça détruit complètement la détermination absolue qui serait liée au seul patrimoine génétique, dont je vous avais déjà dit que c'est une représentation erronée, mais plus encore quand on voit ce que font les facteurs épigénétiques et du rôle qu'ils ont dans le développement de l'enfant, et ce rôle, ils vont le jouer pendant toute la vie de l'enfant, hein, pas seulement pendant la grossesse. Et donc, il y aura des traces biologiques, des traces sensorielles, des traces psychiques qui vont être laissées par la mère et qui auront d'autant plus de pouvoir qu'elles sont bien sûr inconscientes. Diapositive suivante. Alors, une grossesse à haut risque et surmédicalisée. Le risque de ces grossesses post-PMA, souvent gémellaires, sont extrêmement élevés. La fréquence des pathologies obstétricales est de l'ordre de 30 à 40%, comme après la majorité des PMA. Il y a un conflit immunologique entre l'embryon, puis le fœtus et la mère, qui est lié à l'absence de tout élément génétique commun du fait du don d'ovocytes entre la mère et l'enfant. Et ça va majorer les risques d'hypertension, de toxémie gravidique qui peuvent engendrer des complications neurologiques. Ils peuvent aussi, ces problèmes immunologiques peuvent modifier la formation du placenta et le rendre plus fragile, ce qui fait que les hémorragies pendant la grossesse ou à l'accouchement sont plus fréquentes et plus importantes. Elles peuvent même avoir des conséquences dramatiques dont nous parlions tout à l'heure, qui sont des hystérectomies, d'hémostase, ça veut dire on enlève l'utérus pour permettre à l'hémorragie de s'arrêter, voire des morts d'enfants, puisque c'est ces hémorragies qui présentent, pas d'enfants, de femmes, c'est ces hémorragies qui présentent le plus de risques de mort de femmes enceintes. Ces grossesses se terminent souvent par des césariennes qui sont effectuées sans besoin médical. Là encore, pour mieux séparer la mère de l'enfant, nous dit-on, alors que les liens tissés pendant la grossesse ne sauraient être défaits par une technique. Cela étant, cette césarienne, elle va réduire le potentiel reproductif des futures mères porteuses, parce qu'on ne peut pas faire plus de 3 césariennes, et une fois qu'on a fait une césarienne, on ne peut faire que des césariennes. Donc, ça réduit leur potentiel reproductif. Et par ailleurs, les complications médicales liées à une césarienne ne sont pas rares lors de l'accouchement. Les enfants vont être séparés immédiatement des mères après l'accouchement dans la plupart des GPA. Nombreuses n'ont même pas le droit de les voir. Alors là, véritablement, il y a un problème aussi qui est à considérer, parce que maintenant, on sait très bien l'importance de ce que représente la relation mère-enfant, la relation mère-enfant dans le post-accouchement. Le bébé a absolument besoin de sa mère dans le post-accouchement parce qu'il a noué des liens avec elle pendant la grossesse, et ces liens et les éléments sensoriels que je vous ai décrits lui permettent de la reconnaître. Donc, quand il est dans ses bras, quand il est avec elle, il se sent en sécurité. Il vient de vivre quelque chose d'extrêmement violent qui est l'accouchement, et il a besoin d'être en sécurité, et il a besoin de cette mère pour progressivement être le médiateur entre elle et le monde, et faire son entrée dans le monde dans un climat qui est un climat de sécurité. Et donc, cette
diade mère-enfant absolument essentielle dans le développement de l'enfant, on le sait depuis Winnicott, eh bien cet enfant en sera privé. Et pour moi, compte tenu de l'importance de ce qui se passe sur le plan psychologique pour ces enfants dans cette diade, c'est une véritable maltraitance de ces enfants, sauf que ce qui est extraordinaire, c'est que là aussi, personne n'en tient compte. Et que tout se passe pour les commanditaires comme si la vie de cet enfant, elle commençait avec eux. Alors que ce qui a été vécu pendant la grossesse, ce qui n'est pas vécu lors de la diade, ce sont des événements essentiels dans la vie d'un futur être et qui va avoir un retentissement dans tout son devenir. Donc la négation de cette diade et l'effacement de la mère aussi brutale, c'est véritablement une maltraitance que l'on doit prendre en compte. Les enfants qui sont nés avec un handicap vont être abandonnés et placés en orphelinat. La prise en charge financière des femmes s'arrête à la porte de la maternité, soit le lendemain de l'accouchement, par voie basse, ou plus tard, après césarienne, et le postpartum est à la charge de la mère. Pourtant, les dépressions sont plus nombreuses, le risque de phlébite, d'embolie pulmonaire n'est pas nul. Donc, là aussi, il y a, c'est quelque chose qui est absolument incroyable de dire cette femme, elle nous a donné le produit fini. C'est comme si on entrait dans le magasin, on prend le produit fini et puis on sort, et puis on a payé, et puis c'est terminé. Quoi qu'il en soit de ce que cette mère a vécu, quoi qu'il en soit de ce que cet enfant a vécu, on est en pleine représentation commerciale et d'objectisation et d'une femme et d'un enfant. Diapositive suivante. Merci. Donc voilà ce que peuvent devenir une conception, une grossesse, un accouchement et une naissance au XXIe siècle. En toute méconnaissance de l'importance des liens tissés entre une mère et un enfant, en toute méconnaissance de l'importance de la relation diadique pour un enfant, en toute méconnaissance de l'absence de transmission génétique des caractères acquis, d'où le choix du nom d'ovocyte, en toute méconnaissance des facteurs de risque majorés et importants de ces grossesses pour les femmes et pour les enfants, en toute méconnaissance de l'importance des facteurs épigénétiques qui font que les femmes vont laisser leur marque sur l'enfant toute la vie. Tout cela sans compter avec les facteurs juridiques, éthiques qui devraient interdire de telles pratiques, ça fait lourd quand même. De nouveaux marchés médicaux. Quels sont embrassés notamment sur, par exemple, aux États-Unis. Pardon? Je peux continuer? Oui, je crois qu'il y a une erreur. Vas-y. Je termine. De nouveaux marchés médicaux exploitent le pouvoir reproducteur des femmes. Le corps peut être morcelé, les ovules, la fonction utérine, tout peut être dépersonnalisé et substituable. Chaque élément devient objet de vente et de profit. Les professionnels de la GPA sont capables d'effacer toutes les composantes du vécu d'une grossesse pour laisser à penser qu'une femme enceinte, ça se résume à un incubateur humain qu'on peut utiliser de cette manière. Jean Rostand s'interrogeait déjà au sujet des recherches sur l'utérus artificiel en disant « Cette désanimalisation de l'homme qu'envisage la science ne serait-elle pas aussi une déshumanisation ?» Eh bien, je crois qu'on peut l'affirmer plus encore pour la GPA, car il est évident que la mère porteuse ne saurait être réduite à un utérus artificiel. La GPA réalise une dématernalisation des femmes, réifiée, utilisée comme objet, véritable violence qui leur est faite comme elle est faite aux enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicole. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans l'application questions-réponses Zoom. Voilà. Alors, je vais maintenant donner la parole à Clémence Trilling, qui est membre du WDI Québec, Women's Déclaration internationale, droits des femmes fondés sur le sexe. Alors, Clémence Trilling est membre également est membre également de Pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec. Elle est mère de 3 enfants et en tant que citoyenne, elle s'intéresse aux relations entre le droit des enfants, le droit des femmes, la santé et le bien commun.
Elle adopte une posture universaliste dans ses écrits et dans ses interventions. Donc, Clémence, je te donne la parole. Bonjour à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'intervenir aujourd'hui aux côtés de Nicole qui nous a fait une présentation magistrale. Donc, je ferai de mon mieux pour vous présenter en fait la situation que nous vivons ici au Québec, où l'exploitation reproductive, il y a en ce moment une loi qui est examinée à l'Assemblée nationale dans le cadre de la réforme du droit de la famille qui veut encadrer l'exploitation reproductive des femmes. Donc, pour vous situer brièvement de manière historique, le Québec, c'était un précurseur dans la protection des droits. Donc, en 1994, cet article, l'article 541, qui en fait instaurait la nullité des contrats. Donc, toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle et de nullité absolue. Donc, ça, c'est dans le Code civil québécois qui est différent du Code civil français. Mais le Canada, c'est une fédération et le Québec en fait partie. Et donc, le code criminel, c'est-à-dire celui qui permettrait de punir, faire des amendes, de judiciariser finalement les clients et les agences, eh bien, lui, c'est une loi fédérale. Donc, on n'a pas pu rendre le recours aux mères porteuses illégal au Québec en 1994. Donc, il y a eu cet article 541 en 1994. Il y a eu une loi fédérale en 2004 qui a instauré le recours aux mères porteuses à titre gratuit, remboursement de certaines dépenses. Théoriquement, on ne peut pas non plus acheter et vendre des gamètes au Canada. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, il y a eu des GPA, plusieurs formes, soit donc des contrats locaux au Québec, soit des Québécois qui allaient dans d'autres pays, Inde, Ukraine, etc., soit des Québécois qui allaient aussi dans d'autres provinces, donc en Ontario, etc., qui ont d'autres, où la GPA est déjà encadrée en Ontario dans la filiation qui fait partie du Code civil. Donc, les tribunaux ont été mis devant le fait accompli et ont entériné des GPA finalement au goutte à goutte. Donc, face à ça, en 2015, il y a eu un grand rapport sur la réforme du droit de la famille qui comportait plusieurs aspects, dont la GPA, et ce rapport recommandait l'encadrement. En janvier 2021, il y a eu un jugement, le jugement Moore, qui déclarait les mots père, mère, homme et femme comme discriminatoires. Donc, ce jugement ordonnait au gouvernement de revoir le Code civil. Et c'est ce que les parlementaires ont fait. Et à l'automne, ils ont déposé le projet de loi 2 qui a eu des auditions en décembre et qui n'est là, il n'est pas encore de retour à l'Assemblée nationale. On est en train de guetter ça pour voir quand est-ce qu'il va être de nouveau débattu et peut-être voté. Donc, le Québec, comme la France, toute une partie donc, du droit est basée sur le Code civil, avec les principes de dignité humaine, qui est en fait la liberté. Donc, on ne peut pas aliéner sa propre liberté. Donc, évidemment, le recours aux mères porteuses, ça fait une entorse à ça. Ce qui est intéressant, c'est la notion d'ordre public. Donc, j'ai fait quelques petites recherches là-dessus. Puis, qu'est-ce que ça explique, l'ordre public? C'est que les contrats entre deux individus ne peuvent pas se mettre au-dessus des lois. Donc, si on embauche quelqu'un pour faire un escalier qui n'est pas au code du bâtiment, ben, on n'a pas le droit parce que le code du bâtiment est au-dessus. Donc, c'est la même chose avec le recours aux mères porteuses. Donc, les contrats entre deux individus, ben, ils violent tous les principes du reste de la société. Bon. Au Québec aussi, on a l'indisponibilité du corps humain, donc on ne peut pas vendre ses organes, son lait maternel, son sang. Il y a la notion de meilleur intérêt de l'enfant.
Et aussi, ce qui est vraiment mis de l'avant, c'est l'égalité homme-femme, alors que le recours aux mères porteuses crée des nouveaux droits pour les hommes et désavantage les femmes en tant que groupe. Donc, je vous ai mis ici, ce sera plus pour peut-être pour référence dans la vidéo, c'est quand même dans le comité du droit de la famille qui était de 2015. Il y a eu une juriste qui a émis une dissidence, donc elle est très importante cette dissidence parce qu'elle explique bien ce que je viens d'expliquer. Peu importe les circonstances, la filiation de l'enfant sera reconnue à l'égard des parents d'intention et ça érige en fait le droit à l'enfant. Donc là, en fait, je vais peut-être y aller avec des petites capsules, des petits extraits en fait de ce qu'on a déniché pour voir un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec. Donc ça, c'est Canam Cryo, je ne sais pas si je l'ai mis, mais c'est une banque canadienne, mais qui importe des gamètes des États-Unis. Donc, un des gros problèmes des gamètes des États-Unis, c'est qu'ils sont anonymes. Et puis, on voit bien que l'ethnicité, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, tout ça, c'est très important. Donc, c'est l'eugénisme dont parlait Nicole. Alors, ça, c'est une page Facebook. Hein, vous pouvez aller la voir. Donc, c'est 2 hommes gays qui vivent en France. Alors, ils précisent bien dans leur page Facebook qu'ils n'étaient pas intéressés par la coparentalité, puisque la coparentalité, ils devraient avoir la garde partagée. Donc, ils veulent l'enfant pour eux deux. Et puis aussi, ils précisent bien, je rebondis sur ce que tu dis, Nicole, c'est qu'ils ne savent pas qui est le père. Ils seront les 2 pères égales, comme un peu une fiction que 2 hommes peuvent avoir un enfant. Et pour ça, il faut bien effacer cette mère porteuse qui s'appelle Ashley. Donc, on voit bien leur petit graphique, hein, leur petite infographie. Ils sont très, très transparents sur le processus. Et puis, c'est organisé par l'agence Canadian Fertility Consulting, qui est une très grosse agence en Ontario qui est en croissance. En 2017, ils avaient 300 mères porteuses. En 2018, ils en ont 500. Comment expliquer cette poussée d'altruisme? Ce qu'on pourrait penser, ce serait qu'il y aurait des paiements, puisque la loi fédérale interdit les paiements à la mère porteuse. La loi fédérale n'interdit pas les paiements à tous les intervenants autour, bien sûr, mais interdit les paiements directs à la mère porteuse. Mais par contre, lorsque les fonds transitent à l'étranger, ça a été nommé, les parents commanditaires pourraient payer la mère porteuse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des chiffres où dans certaines provinces, par exemple la Colombie-Britannique, on peut avoir jusqu'à 40%, 40 ou 44% de commanditaires étrangers qui commandent des enfants à des mères porteuses canadiennes ou, dans ce cas ici, une québécoise. Alors, il y a beaucoup d'agences. Alors, le Create Fertility Center, ce qui est intéressant, c'est que c'est à San Diego, mais il y a aussi une autre agence, c'est Egg Helper, et ça, ce serait une agence finalement de recrutement de dons de pourvoiement d'ovocytes locaux. Donc, une petite illustration qui va expliquer bien la médicalisation de la grossesse, comme nous expliquait Nicole. Et on voit que cette mère porteuse, finalement, elle travaille en même temps qu'elle fait donc tout ce processus qui est très long. Donc, je vous ai mis une petite diapo quand même sur l'exploitation reproductive. Donc, ça, c'est Egg Helper. Egg Helper, ils font de la publicité directement sur Facebook et puis c'est 5 000 $. Donc, ce n'est pas un paiement, c'est une compensation pour les désagréments et le don, il est gratuit. Et on voit donc cette jeune fille qui, elle est valorisée par l'agence, socialement, pour avoir produit beaucoup d'œufs. Donc, elle en a produit 48 en une extraction.
Alors que quand des femmes font des FIV pour elles-mêmes, eh ben, elles en extraient beaucoup moins, justement à cause des risques. Donc, on a fait le petit calcul, 48, c'est 4 ans de cycle reproductif naturel, en fait. Donc ça, c'est une autre, elle, une indépendante. Donc, on n'a pas nécessairement vu d'agence, mais on voit qu'elle a un logo. Dans son page Facebook, beaucoup de placements de produits, un photographe, un tatouage sur le ventre. Donc, tout est merveilleux dans cette aventure. Et donc, on voit que cet enfant, et en fait, il a quitté sa mère à l'âge de 2 mois. Donc, on voit la violence, je pense qu'on peut le dire, tel que nous disait Nicole. Et elle a allaité et elle a tiré son lait. Hein. Donc, ça commence à être des services connexes qui sont offerts avec les GPA, l'allaitement, le lait, parce qu'on se rend compte que c'est quand même important. Et voilà. Mais quand même, à 2 mois, lui, il avait connu qu'une mère et il en est retiré parce que la vie de cet enfant commence lorsque ses 2 papas sont allés le chercher. Donc là aussi, c'est 2 hommes et 2 Français. Donc, je vais revenir au projet de loi 2. Hein. On pense que c'est un petit laboratoire, le Québec, pour ce qui pourrait arriver après en France. Donc, le projet de loi 2, il abroge l'article 541 que je vous avais présenté et il reconnaît les contrats. Donc, personnes seules ou conjoints, hein, on ouvre ça bien sûr aux personnes seules, qui ont décidé. Donc, avoir un enfant, ce n'est plus un événement qui arrive, c'est vraiment une décision puisqu'on signe. Et donc, vous pouvez bien voir aussi la manipulation du langage, c'est femmes ou personnes qui n'est pas partie au projet parental pour donner naissance à l'enfant. Donc, toute la loi, c'est femme ou personne qui a accepté de donner naissance. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre article qui instaure la fiction. Donc, le lien de filiation à l'égard de l'enfant est réputé ne jamais avoir existé, donc qui efface complètement la réalité de la grossesse et que le lien de filiation soit établi à l'égard donc des clients qui ont demandé et commandé cette grossesse. Et vous pouvez voir aussi, je veux juste vous montrer le mot consentement. Donc, la femme ou personne qui a accepté de donner naissance, elle doit consentir. On y reviendra. Donc, le langage imposé, donc c'est vraiment une dissonance cognitive. Et alors, ce qui était vraiment intéressant, c'est que moi, j'ai écouté quelques débats. Enfin, ce n'est pas des débats, c'est les consultations des intervenants. Les débats n'ont pas encore eu lieu, excusez-moi. Et les parlementaires qui ne sont pas donc au fait, enfin, ils n'ont pas nécessairement énormément de connaissances par rapport à la GPA, ils butent sur ces mots, sur ce mot « femme » qui a accepté de donner naissance. Donc, on voit en fait que c'est difficile pour eux de les prononcer, ces mots, parce qu'ils n'arrivent pas à les conceptualiser. Les experts, donc les intervenants, les militants pro-GPA, ils vont dire femme porteuse, et j'ai même entendu le mot porteuse. Donc, je vais quand même rebondir sur ce qu'elle disait, Nicole, quand elle disait porteuse. Alors, moi, ça m'a sauté aux yeux parce qu'au Québec, c'est une petite phrase qu'on a déjà entendue. On disait « Nous sommes un peuple de porteurs d'eau » pour montrer que les Québécois, il y avait beaucoup de travailleurs manuels, des ouvriers, donc qui faisaient on appelle ça au Québec de la job de bras, donc c'est-à-dire travailleurs agricoles, travailleurs dans les usines, qui faisaient les grands chantiers, bûcherons, enfin vraiment. Donc, on se demande, est-ce qu'on va devenir un peuple de porteuses ? Donc, personne seule ou conjoint ayant formé le projet parental, c'est les clients, les parents commanditaires. Et chose que j'ai découvert vraiment en fouillant cette loi 2, là, ce projet de loi 2, c'est qu'ils ont renommé le congé à la personne à l'occasion de la grossesse et de l'accouchement, parce que ce qui va arriver, c'est une subvention indirecte à l'industrie. Donc, un couple, il y a toutes sortes de cas de figure dans le congé maternité au Québec. Donc, je vais vous prendre le cas de figure typique. Un couple qui a un enfant comme tout le monde, là, ils ont 55 semaines de congé
avec tout le couple qui peuvent se partager de manière différente. Les clients de GPA, eh ben, eux, ils auront en fait 73 semaines, puisqu'ils auront les 18 semaines qui seront accordées à la mère porteuse. Donc, les commanditaires étrangers aussi, ils auront ces 18 semaines qui seront accordées à la mère porteuse. Et donc, il y a plusieurs fois aussi le mot projet parental, mais en fait, ça, c'est un euphémisme pour dire un enfant, en fait. Donc, je vais vous détailler le projet de loi 2 dans ses grandes lignes. Donc, le contrat, qu'est-ce qui est proposé? C'est un contrat notarié qui serait fait par les notaires. Donc, en plus, c'est aussi spécifique au Québec. Cette profession, il n'y a pas de notaire, par exemple, en Ontario. Donc, c'est précisé aussi à titre gratuit. Pourtant, il y a plusieurs intervenants qui ont bien expliqué au gouvernement, notamment les avocats en droit de la famille, qui ont dit au gouvernement, moi, j'ai vu des dossiers, c'est 30 à 40 000 $. Donc, il y a ce consentement 8-30 jours. Donc, le consentement doit être donné avant le début de la grossesse, mais il doit être redonné ensuite après la naissance, après 7 jours, donc à 8 jours et jusqu'à 30 jours. Donc, après 30 jours, en fait, c'est la voie administrative, c'est-à-dire la voie qui n'a pas recours aux tribunaux. Ça va aller avec la voie judiciaire, que je détaillerai moins aujourd'hui. Donc, c'est un délai, en fait, où théoriquement, mais vraiment théoriquement, la mère porteuse pourrait changer d'idée. Donc, on voit que ça, c'est pour l'acceptation sociale et puis pour penser que c'est pour un peu nous assimiler ça à l'adoption. Voilà. Donc, les commanditaires, le gouvernement prévoit recueillir beaucoup d'informations personnelles sur les mères porteuses et tenir un registre. Il proclame que c'est ensuite pour l'accès aux origines. Bon, dans les faits, cet accès va être très difficile avec les GPA hors frontières et aussi les banques anonymes. Et ce qu'on ne sait pas, hein, c'est presque un chèque en blanc, cette loi, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est les modalités du contrat, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans ou pas, les modalités de remboursement. On a aussi des interrogations sur les sommes. Si en cas d'avortement, est-ce que la femme devra reverser certaines sommes? On a des interrogations là-dessus, on n'a pas vraiment eu les réponses, en fait, sur ces détails-là, mais un peu le diable est dans les détails. Donc, théoriquement, le droit à l'avortement serait conservé, mais justement, avec ces sommes, on ne sait pas. Et aussi, juste des pressions, finalement, avec cette grossesse qui est si difficile à obtenir. Est-ce que ce sera si facile que ça d'avorter? Je vais vous parler de 3 interventions. Donc, l'intervention du Conseil du statut de la femme, qui est en fait un organisme qu'on a chez nous au Québec qui est censé en fait informer et éclairer le gouvernement par rapport aux intérêts des femmes. Hélas, ils sont favorables à l'encadrement grâce à des balises. Ils recommandent une expérience de maternité antérieure qui, elle, n'est pas dans le projet de loi. Mais ce qu'on a vu, c'est que des fois, celle-là, cette exigence, finalement, c'est aussi pour les clients. Comme ça, ils ont peut-être plus de garanties qu'ils vont avoir une naissance vivante à la fin. Donc, ils sont favorables si c'est à titre gratuit. Ils sont favorables si ce fameux 8-30 jours est maintenu. Et ils sont favorables pour l'âge minimal de 21 ans. Donc, les 3 derniers lignes, elles sont dans le projet de loi. Ce qui n'est pas, c'est l'expérience de maternité antérieure. Ils recommandent plus d'accompagnement. Il y a beaucoup de demandes d'accompagnement supplémentaire, de soutien, avant la signature du contrat. Des fois, il y a eu aussi des demandes de soutien au moment du dévoilement à l'enfant qu'il est né de GPA. La responsabilité, elle est dans le projet de loi 2, elle est aux parents de dévoiler et on se demande est-ce qu'ils vont tous le faire. Il n'y a aucune évaluation des clients, des commanditaires. Les parents adoptants sont évalués, mais pas les parents qui commanderaient une GPA. Donc, le Conseil du statut de la femme, il fait le constat du manque de données, mais il reste quand même en faveur de la loi. Il dit la loi va nous permettre d'en avoir.
Bon, la loi ne rendait pas nécessairement les données disponibles. Il y a aussi des interrogations sur la confidentialité. Et ils ne sont pas du tout au courant du tourisme reproductif vers le Québec. Ils ont cité « on n'a pas de cas au Québec », alors qu'il y en a. Il y a même cette agence, Canadian Fertility Consulting, qui organise des webinaires pour les clients français, en français, le webinaire. Donc, j'en ai écouté. Une autre intervention qui était vraiment intéressante, c'est Louise Langevin, qui est une juriste, qui a beaucoup écrit sur la GPA, en fait. Elle insiste qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Bon, elle aussi indique aux commanditaires qu'ils n'ont pas le choix d'encadrer, qu'ils sont poussés par les tribunaux. C'est vrai qu'ils sont poussés par les tribunaux, par exemple, pas le choix d'encadrer, ce serait débattable et nous n'avons pas eu ce débat puisque aucun groupe, j'ai oublié de vous dire, mais aucun groupe qui n'était pas en faveur de l'encadrement a été invité. Il y a PDF Québec, WDI, il y a même une professeure d'université, Maria Deconin, qui écrit sur le sujet depuis des années. Ils n'ont pas invité. Elle prétend que le contrat est un outil de protection. Donc, on sait que ce contrat, il y a une partie qui prend tous les risques et l'autre partie qui prend tout le profit, puisqu'un enfant ne peut pas être divisé en deux. Donc, avec une telle asymétrie, il y a une asymétrie aussi de revenus. J'ai trouvé une étude où il disait que les commanditaires, c'était 80 000 $ et plus, et les mères porteuses, moins de 40 000. Et elle prétend qu'il faut que la mère porteuse ait toujours le dernier mot. On verra que ce n'est pas du tout sûr. Donc, les avocats en droit de la famille, ils nous disent 35 à 40 000 $ pour une mère porteuse et l'ovule 10 à 15 000 $. Donc, ça, c'est des dossiers que les avocats en droit de la famille ont vu passer dans leur bureau. Ce qu'elles sont inquiètes, les avocats l'association des avocats en droit de la famille, excusez-moi, c'est l'article 541.20, puisqu'on a vu qu'après ce 30 jours, si les clients n'ont pas été en mesure d'obtenir le consentement de la mère porteuse, ils ont la possibilité, grâce à l'article 541.20, de saisir le tribunal et possiblement de passer outre la volonté de la mère porteuse. Et ça, j'ai écouté la semaine dernière Stéphanie Carsley, qui est une juriste ontarienne qui est en faveur de la GPA. Et elle s'en félicitait du 541.20. Elle disait que c'était très bien, que c'était la même chose que ce qu'ils avaient en Ontario et que du coup, les parents commanditaires auraient plus de droits. Et évidemment, je ne rentrerai pas en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a dans le projet de loi 2, il y a tout un volet qui prétendrait réguler les actions des Québécois qui iraient chercher des enfants hors du Québec, donc hors frontières. Donc, ils voudraient donner des attestations à certains pays. Donc, par exemple, ils pourraient dire GPA en Ukraine, ok, c'est éthique, GPA au Kenya, non. Voilà. Mais comment ils vont faire cette évaluation? Pourquoi? On a très peu d'informations et c'est très… Mais ça risque d'arriver, par exemple, que des Québécois aillent ailleurs, puisque les quelques mères porteuses qu'on pourrait recruter ici au Québec, eh ben, elles seraient sollicitées en priorité par les commanditaires étrangers qui, eux, auraient le droit de les payer. Voilà. Le 8-30 jours est contesté par les universitaires en faveur de l'encadrement, par une mère porteuse donc, qui, elle, a été entendue en commission, et aussi par les médecins spécialistes qui questionnent, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant naît puis qu'il a besoin d'être intubé, à qui on demande la permission? Parce que le consentement, ce n'est pas avant 7 jours. Donc, voilà, on n'a pas les réponses de tout ça. Donc, pour nous, l'encadrement n'est pas inéluctable. Choisir l'encadrement, c'est avancer sans données, utiliser les femmes et les enfants comme un laboratoire d'expérimentation humaine. On ne nous a pas entendus. Les parlementaires posent beaucoup de questions et ils posent des bonnes questions. Ils mentionnent qu'ils trouvent que ça va trop vite. Ils prennent la mesure du bouleversement engendré. Il y a un parlementaire qui a dit « Attendez, là, moi, je vais tenir le crayon là, pour signer cette loi-là. Qu'est-ce qui se passe ?»
ils ne sont pas encore rendus à dire qu'ils ne seraient pas pour l'encadrement, puis ils se font dire que c'est inévitable donc, par les experts. Donc, mais ils se posent vraiment des bonnes questions, donc on va essayer de les rencontrer. Et puis pour finir, c'est ça, je trouvais important de dire que la GPA, ça change tout pour tout le monde, puisque ces mères porteuses et ces pourvoyeuses d'ovocytes, elles vont être recrutées dans la population générale. Et on se demande, est-ce qu'au Québec, on ne va pas avoir un petit formulaire quand on est enceinte? On va dire, vous êtes sous contrat, madame? Ou est-ce que votre grossesse est conventionnée? Ou quand on va croiser quelqu'un dans la rue, on va dire, c'est pour vous ou c'est pour autrui? Donc, ça change le regard que l'ensemble de la société va porter sur les femmes enceintes, la maternité et les enfants. Donc, ce n'est pas inéluctable. Plusieurs voies à réfléchir, des réponses sociales, comme disait Nicole. On pourrait améliorer l'adoption d'enfants privés de la vie par les hasards de la vie. Pourquoi pas être famille d'accueil? Ils en cherchent tout le temps, je peux vous le dire. Je travaille dans la santé. La coparentalité qui est déjà tout à fait encadrée et ce que beaucoup de personnes vivent, peu importe leur sexualité. Faire des recherches sur les causes de l'infertilité, essayer de la prévenir ou d'y pallier par les moyens les moins invasifs en premier. Et puis des meilleures conciliations travail-famille-études pour qu'on puisse avoir des enfants à l'âge où la fertilité est la meilleure, si on en souhaite évidemment. Donc, comme le mentionnait Nicole, la GPA, c'est la dissociation du corps et cette dissociation du corps, elle est au service du marché, soit dans l'exploitation reproductive, soit dans le commerce des identités sexuelles ou dans la prostitution. Et que notre parole, c'est le dernier rempart finalement à l'expansion de ce marché. Et nous n'avons pas dit notre dernier mot. Merci à toutes, à tous. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Alors, je vous redis que vous pouvez remarquer des questions. Ça va être un petit peu juste, mais on va bientôt arriver à la fin. Et merci vraiment à vous. La vidéo va être diffusée sur YouTube, donc vous allez recevoir un lien par mail. Et vous pourrez diffuser la vidéo. Alors, les premières vidéos sont déjà sur YouTube. Vous pouvez taper, alors pour l'instant, c'est WHRC francophone ou sur la chaîne Nous Femmes aussi, il y en a quelques-unes. Le prochain aura lieu le 6 mars. Vous allez recevoir une invitation. C'est tous les premiers dimanches du mois. Donc, pensez à copier tous les liens qu'il y a dans le chat. Voilà, avant que le webinaire s'arrête. Et je vous rappelle encore une fois que vous pouvez signer et partager la déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI, Women's Declaration, tout attaché. Alors, il nous reste un petit peu de temps et est-ce que l'une d'entre vous veut rajouter des choses? Il y a eu beaucoup de choses de dites déjà, mais... Ah voilà, il y a le lien pour aller signer la déclaration dans le chat. Est-ce que Clémence ou Nicole, vous voulez rajouter des choses à ce... Il y avait peut-être, excusez-moi, il y avait peut-être une question dans le chat sur Oui. la CAQ. Si tu me permets, Marie, je vais la lire. Oui, peut-être pour Clémence. Alors, je te lis la question, Clémence. Alors, on demandait si... je te la lis comme elle a été posée là. Le CAQ, le parti au pouvoir au Québec, ne me paraissait pas comme le parti qui allait ouvrir la porte à la GPA. En général, la droite est plutôt conservatrice pour les questions touchant à la parentalité et la famille. Comment se fait-il que ce projet de loi soit déposé par la CAQ? Y a-t-il moyen de faire pression sur les députés de la CAQ pour créer une opposition ou au moins un malaise interne? Alors, je te laisse répondre. Je ne sais pas si tu as d'autres idées, sinon, écoutez, je ne suis pas politicologue, je m'intéresse à la politique surtout depuis que les questions de GPA et d'identité de genre sont en route. On pourrait émettre plusieurs hypothèses. Déjà, il y a vraiment toujours l'argument « ça fait longtemps qu'on l'attend ». Ça c'était… donc, ça fait longtemps qu'on le demande. Alors, a priori, comme si ça faisait longtemps qu'on le demande, ça devrait le justifier. Ça, c'est déjà une question.
Donc, c'est sur la table depuis 2015 et là, on est en 2022. Ça fait quand même 7 ans là. Alors, il y a peut-être ça. Il y a aussi le fait que, bon, par exemple, la CAQ, ils font une loi là sur le français, une loi sur la laïcité qui ne font pas toujours l'unanimité. Donc, là, ce serait un peu comme on donnerait des choses aux militants plus progressistes, je ne sais pas. Donc, ça serait des hypothèses. Puis, c'est ça, je pense que de toute façon, les clivages gauche-droite, je ne sais pas si ça existe encore. Ça aussi, c'est mon autre hypothèse. J'espère que ça répond. On pourrait ajouter aussi que c'était une injonction des tribunaux suite en fait, c'était la CAQ ou n'importe quel gouvernement en place était obligé de répondre à deux injonctions des tribunaux. L'une dans le cas Lola démarrer ma vidéo. Oui, excusez-moi, je vais démarrer ma vidéo. Alors, donc, la première étant le cas Éric Lola, qui demandait, c'était le gouvernement qui demandait les tribunaux demandaient de revoir la loi sur la conjugalité parce que les conjoints de fait n'avaient pas les mêmes protections que les conjoints mariés. Donc, on nous a demandé, le Québec a été demandé par un tribunal canadien-anglais de revoir nos lois pour donner, en fait, pour revoir l'égalité des droits entre les conjoints de même sexe et les conjoints mariés. Et il y avait aussi la deuxième injonction de revoir le Code de la famille a été donnée par le jugement Moore que Clémence a parlé au tout début de sa présentation. Voilà, à moins que tu veux ajuster d'autres choses. Oui, il y avait aussi une question sur qui est par rapport à la loi sur les thérapies de conversion en France. Et je voulais dire on a fait un webinaire au moment où cette loi elle était en discussion, qui est disponible sur notre chaîne YouTube et qu'on en refera sur ce sujet, évidemment. Ah oui, Marie, juste une précision, c'est que nous avons fait sur cette question des thérapies de conversion et de cette loi, nous avons fait en tant que groupe une campagne en direction des députés, des sénateurs, des sénatrices. Malheureusement, on constate que ces députés, députés, sénateurs, sénatrices, n'ont pas encore compris ce qu'il y avait derrière ce texte. En fait, on fait un gros travail de définition parce que les politiques, comme un petit peu tout le monde, sont complètement perdus puisque c'est un mouvement qui invente beaucoup de vocabulaire, que ce soit dans la GPA ou sur le transactivisme, il y a une invention et une multitude de nouveaux mots. Et je pense que c'est pas pour rien, ça fait que les gens sont perdus et du coup, il faut tout reprendre, tout retraduire en fait pour savoir de quoi on parle. Et je pense que c'est un texte qui est traduit sans que les gens comprennent même de ce qu'ils sont en train de signer, quoi. Si je peux rajouter une chose, quelqu'un dit Éric et Lola n'avaient pas de lien avec la GPA, effectivement, mais Éric et Lola a forcé à revoir le Code du droit de la famille. Et le droit de la famille, c'est bien sûr la conjugalité, mais ça comprend aussi la filiation. Donc, si je résume, les gouvernements ont forcé, les tribunaux ont forcé le gouvernement, peu importe lequel, à revoir son code du droit de la famille à cause d'une cause sur la conjugalité, mais le droit, comme ça comprend aussi le droit de la filiation, les droits reliés à la filiation, eh bien, ça a obligé le gouvernement à revoir ces deux aspects-là. Et pour aller à l'endroit où s'est introduit la GPA, je clarifie là, parce qu'il y a quelqu'un qui a mentionné que ça n'avait pas de lien. En fait, ça a le lien avec la filiation. Et ça a un lien avec le fait que le gouvernement québécois a été poussé, si vous voulez, par les tribunaux à revoir le droit de la famille, ce qui inclut la conjugalité et la filiation. Voilà. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. Donc, je vous dis au mois prochain. Le prochain, ce sera le 6 mars. Hein, vous recevrez une invitation par mail. Et on avait prévu que le 6 mars, on parlerait des prisons, il me semble. Oui. Est-ce que je peux juste rajouter des petites remarques sur ce qu'a dit Nicole? Parce que j'avais pris des notes.
pour des compléments d'information, dans le fond, sur la réalité de ce qui se passe au Québec. Nicole, elle parlait du rôle des médecins. Donc, il y a une thèse qui a été écrite sur la GPA au Québec et dans cette thèse, ils expliquaient que le médecin d'une patiente infertile parfois lui recommandait la GPA comme, en fait souvent même, c'était ça les mots de la thèse, comme un dernier recours. Donc, les médecins pouvaient suggérer la GPA à leurs patientes femmes. Et puis, par rapport au tourisme procréatif et au coût, en fait, le Québec est attractif puisque une partie des coûts est assumée par le contribuable. Donc, tous les soins de santé, les suivis néonatologiques, une partie des congés maternité. Donc, en ce qui concerne les coûts, ça va devenir une destination qui sera compétitive. Et puis aussi au sujet de la dépression postpartum, là encore dans la thèse en question, qui avait un très petit échantillon, 15 mères porteuses, mais il y en a une qui a fait une dépression postpartum assez grave en fait, c'est ça. Donc ça arrive. Oui, merci de le rappeler. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci pour tout ce qu'on a appris là ce soir. Mais je crois que le webinaire va s'arrêter, donc je vous dis au mois prochain. Au revoir. Au revoir.